Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on se demandera comment réformer la justice avec Rémi Hetz, procureur général près de la Cour de cassation. On parlera ensuite des contrats entre marques et influenceurs avec Sacha Bétache, avocate au barreau de Paris. Et enfin, on fera le point sur le contrôle URSSAF avec Guillemette Watine, avocate chez Deria Avocat. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. La justice traverse une période de transformation profonde, manque de confiance, besoin de lisibilité, réforme structurelle. On en parle avec mon invité Rémi Hetz, procureur général près la Cour de cassation. Rémi Hetz, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des 2 plus hauts magistrats de France et donc votre regard sur l'institution judiciaire est important. Quelle est votre vision de la justice aujourd'hui en France? Quel regard portez-vous sur l'institution judiciaire? C'est un regard qui est lucide. La justice présente en France des forces, des faiblesses. On insiste beaucoup sur ces faiblesses, sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et moi, j'aime aussi parler de ses forces. La justice, elle est au rendez-vous, très souvent, de grandes affaires. C'est une institution qui tient sur des personnes, des magistrats, des greffiers, particulièrement engagés. Et ce qu'elle donne à voir, dans des moments souvent extrêmement compliqués, est quand même très positif. Nous avons une justice qui est composée de personnes intègres et extrêmement compétente, et ça c'est important lorsque l'on se compare. Donc j'ai envie de dire, il faut rendre justice à notre institution, à la justice, puisqu'elle a aussi de grandes qualités dans son fonctionnement dont il faut savoir parler. Et alors, sûrement nous devons mieux en parler aujourd'hui. Alors justement, malgré ces qualités que vous soulignez, il y a un manque de confiance qui se ressent dans les enquêtes d'opinion. On voit que les citoyens manquent de confiance dans la justice. Comment restaurer cette confiance ? C'est vrai que la confiance, elle est érodée. Les sondages ne sont pas bons. On est sur 49% seulement de nos concitoyens qui font confiance à l'institution. Alors, comment la restaurer ? Eh bien, en améliorant notre fonctionnement. Nous avons des marges de progrès encore considérables, notamment sur les délais. Nous avons des délais qui sont souvent beaucoup trop longs. Donc, nous devons progresser, nous devons réformer l'institution. Heureusement, aujourd'hui, les forces vives ne manquent pas. La justice recrute, la justice, chaque jour, s'enrichit de nouveaux acteurs qui intègrent donc l'institution. Et puis, il faut aussi véritablement, dans le discours, faire attention à ce que l'on dit sur la justice, notamment les responsables publics. Et souvent, les responsables politiques mettent en cause l'institution judiciaire. Parfois, il y a des paroles qui font mal à l'institution, il y a du discrédit, il y a des jugements à l'emporte-pièce. Et moi, je rappelle souvent que cette parole-là est importante parce que si les responsables publics ne font pas preuve de solidarité avec l'institution, ne la défendent pas comme ils doivent la défendre comme toute institution républicaine, eh bien, cela la fragilise et après, cela donne lieu parfois aussi à des débordements, notamment sur les réseaux sociaux, qui peuvent se traduire aussi par des menaces que l'on a vues l'année dernière, je dirais prendre des proportions importantes, menaces contre des magistrats. Alors on va venir sur les réformes qui sont en cours et notamment la réforme de la justice criminelle qui est portée par le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Vous êtes favorable à cette réforme et notamment sur ce qu'on appelle le plaidé coupable criminel, alors que cette réforme a soulevé une levée de bouclier chez les avocats. Pourquoi vous êtes favorable à cette réforme ? Je suis globalement favorable aux dispositions qui sont contenues dans ce projet de loi. Et je suis notamment tout à fait partisan de cette nouvelle procédure de plaidé coupable criminel, procédure de jugement des crimes reconnus, parce que je pense que c'est un outil parmi d'autres, qui nous permettra de répondre mieux à la situation du moment, en offrant une possibilité véritablement de jugement apaisé d'affaires compliquées, d'affaires complexes,
ce n'est pas seulement une question de moyens, c'est aussi la volonté de mieux prendre en compte les victimes, les auteurs, et d'avoir donc une solution supplémentaire, je dirais, dans notre panel d'outils pour répondre à des crimes, et à des crimes souvent très graves. Cette procédure de plaider coupable, elle a fait ses preuves en matière correctionnelle. Ça n'a pas été facile au début. Aujourd'hui, c'est à peu près 25% des affaires qui sont traitées suivant ce mode de justice négociée, de justice acceptée. Et je pense qu'il faut introduire cet outil dans notre arsenal juridique. Et je pense que, honnêtement, il apportera dans vraiment certaines affaires une réponse adaptée, du mieux. Donc j'y suis favorable. Alors vous dites justice apaisée, négociée. Exactement. Les avocats disent moins de droits, moins de garanties, plus de contradictoires. C'est de la négociation à la va-vite, si je résume. Je ne comprends pas très bien la position des avocats, parce que cette procédure, elle sera à la main des parties. Si les parties n'en veulent pas, ils la refuseront. Auteurs comme victimes. Les victimes dans le projet ont un droit de veto si elles n'acceptent pas cette procédure. Et pour les avocats, c'est une chance assez extraordinaire aussi que de pouvoir négocier, entre guillemets, une peine avec une audience. Contrairement au plaidé coupable correctionnel, il y aura une audience, il y aura un débat sur la personnalité de la personne poursuivie. Donc je pense une garantie des droits. Mais il y a une garantie des droits, et je pense que c'est un outil, encore une fois, supplémentaire, qui laissera toute sa place aux avocats, et un rôle d'ailleurs très valorisant aussi pour l'avocat. Les avocats se sont emparés maintenant de la procédure du plaidé coupable correctionnel, et honnêtement, ça fonctionne très bien. Alors on va revenir maintenant sur une autre réforme qui est attendue par la magistrature, c'est la réforme du statut du ministère public qui fait, j'ai envie de dire, plus consensus. Pourquoi elle est importante pour vous qui êtes à la tête du parquet ? Oui, j'y suis plus que favorable, je la défends instamment, parce que ce que nous demandons, c'est assez simple. Nous demandons à ce que les procureurs soient nommés après un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, comme c'est le cas pour les magistrats du siège. Alors, il faut être clair, aujourd'hui, c'est la pratique. C'est une bonne pratique qui est suivie. Le pouvoir exécutif respecte toujours les avis du Conseil supérieur de la magistrature. Mais ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Et donc, pour que demain, il faut que ce soit gravé dans le marbre. Il faut que ce soit gravé dans le marbre, pour que demain, nous n'ayons pas vraiment de désillusion, et que nous ne voyions pas cette pratique remise en cause. Parce que si l'on remet en cause cette pratique, ça voudrait dire que l'on nomme... ça veut dire que l'on nomme des procureurs qui n'ont pas forcément qui ne présentent pas forcément toutes les garanties de compétence, d'indépendance, d'impartialité, et ça peut être vraiment très grave pour la suite. Donc, il est important vraiment que nous puissions graver dans le marbre cette réforme, puisque aujourd'hui il y a une faille dans notre Constitution. Donc j'appelle vraiment de mes voeux, moi, la saisine du Congrès, puisque cette réforme a déjà été votée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Il faut maintenant qu'elle fasse l'objet d'un vote par le Congrès au 3/5. C'est une urgence démocratique, véritablement à mes yeux. Bon, l'appel est lancé. Pour terminer, vous avez évoqué la question des moyens. Il y a eu davantage de moyens, notamment quand Éric Dupond-Moretti était à la tête de la chancellerie. Il en faut encore davantage ? Il y a un renforcement des moyens, 1500 magistrats supplémentaires. On voit d'ailleurs ces moyens arriver dans les juridictions aujourd'hui. Là, nous avons une promotion de jeunes magistrats qui arrivent de plus de 400, 441. Donc, les moyens sont renforcés, mais nous sommes encore loin du compte. Nous sommes loin du compte par rapport à nos voisins européens. La justice, ça ne représente encore aujourd'hui que 2% du budget de l'État, un budget à peine supérieur à 10 milliards d'euros, 11 milliards d'euros. Alors c'est mieux que 7 milliards il y a quelques années, mais nous avons encore des progrès à faire si nous voulons offrir une justice de qualité à nos concitoyens, à l'ensemble des justiciables de ce pays. Et puis il nous faut aussi, bien sûr, accompagner cette hausse des moyens, sûrement par une meilleure communication. Je sais que c'est un sujet que vous avez abordé dernièrement. Tout à fait. Je pense qu'il faut que l'on parle mieux, que l'on parle plus et de façon plus adaptée de ce que fait notre institution au service de l'ensemble des justiciables au quotidien. On va conclure là-dessus. Merci Rémi Hetz. Je rappelle que vous êtes procureur général près la Cour de cassation. Merci à vous. Tout de suite, on change de domaine. On va parler des contrats entre marques et influenceurs.
On poursuit ce Lex Inside. On va faire le point entre les marques et les influenceurs sur les aspects contractuels. Quel est l'enjeu? Quelles sont les perspectives? Quel est le cadre juridique? On va en parler avec mon invité, Sacha Bétache, avocat au barreau de Paris. Sacha, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pendant longtemps, les collaborations entre influenceurs et marques étaient informelles et le législateur s'est emparé de cette question. Pourquoi a-t-il choisi de s'emparer de cette question ? Parce que l'influence commerciale n'est plus un phénomène marginal ou isolé. Aujourd'hui, c'est une réelle pratique de marché. Elle inclut notamment des budgets conséquents, des contenus, des campagnes de promotion et des produits au soutien de cette promotion. Donc, le législateur a constaté qu'il était impératif d'encadrer, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de dérives en relation avec, justement, soit des produits qui faisaient l'objet d'offres promotionnelles trompeuses, soit des produits qui étaient dans un secteur réglementé et on ne suivait pas forcément la méthode de promotion. Donc face à ces dérives, le législateur en 2023, le 9 juin, a décidé d'encadrer et a mis en place ce qu'on a appelé la loi influenceur. Cette loi vient poser un cadre précis, notamment elle vient poser une définition de l'influence, de l'influenceur en tant que tel. Qui est-il? On va y revenir plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la France a été un des leaders sur le marché européen dans l'établissement de cette loi et qu'elle encadre les influenceurs, non pas que français, mais un influenceur même établi à l'étranger qui viendrait s'adresser à un public consommateur européen, en tout cas français, sur le sol français. Donc il y a un aspect extraterritorial, ça c'est intéressant. Exactement. On parle de contrat, mais ça veut dire quoi quand on parle de contrat entre marques et influenceurs ? Le contrat est un cadre juridique qui vient encadrer la relation entre la marque, l'annonceur et l'influenceur. Et parfois, ça passe par un agent ou une agence d'influence. Ce contrat, il contient plusieurs dispositions. Il faut savoir que 97% des influenceurs en 2024, donc avant la loi, au niveau de la commission, avaient recours à de la publicité et pourtant seulement 1/5 d'entre eux déclarait ou le faisait conformément et indiquait que c'était une publicité. Donc l'encadrement juridique est primordial justement pour encadrer les conditions de cette collaboration commerciale. Donc on va formaliser entre les plusieurs acteurs, on va encadrer les services dont il est question, qu'est-ce que va faire concrètement l'influence et surtout combien, pour combien l'influenceur, et ça fait partie de sa définition de l'influence, c'est quelqu'un qui perçoit pour son service une rémunération à titre onéreux et il ne s'agit pas seulement d'une rémunération, donc il va avoir une contrepartie, cet influenceur, qui va être soit en numéraire, soit en produit, soit en service, par exemple, bon d'hôtel, etc. D'accord. Donc tout ça doit être décrit dans le contrat. Tout ça est détaillé dans un contrat, selon plusieurs conditions. Il n'y a pas que celle-là, on pourra y revenir, mais en tout cas, le contrat vient formaliser par écrit et au-dessus d'un certain seuil, qui a été fixé par décret, au-dessus d'un certain seuil, alors le contrat doit être obligatoirement par écrit. Alors, quel seuil ? Le seuil est de 1 000 €. Il vient d'être fixé par décret en novembre 2025 et est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Et c'est important puisqu'au-delà de 1 000 €, le contrat est réputé nul. Donc ça a un impact assez important. Ça veut dire que toutes les obligations tombent. Et ce seuil, il comprend dans la rémunération, les rémunérations versées, mais aussi les avantages en nature qui auraient été perçus. Et c'est là où c'est perçu, et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est par le même annonceur, dans le cadre d'une même opération commerciale et sur la même année. Donc fragmenter en fait les rémunérations ne servirait à rien puisque c'est le cumul qui compte avec un même annonceur dans une même opération pour un même service. D'accord. Et c'est quoi les sanctions si on ne respecte pas ces obligations ? La sanction très concrète, c'est la nullité du contrat. Et la sanction qui est un peu plus préjudiciable pour la marque et pour l'influenceur, c'est que le contrat ne soit pas encadré. Pourquoi c'est une sanction importante ? C'est une sanction très importante parce que si le contrat n'est pas encadré, cela veut dire que par écrit, ou alors même par échange de mail ou à l'oral, vous n'avez pas les conditions. Exemple, si l'influenceur promeut la marque mais non conformément à l'image de marque, donc elle met en place soit
un produit litigieux, soit une autre marque, soit elle fait une contrefaçon de droit de propriété intellectuelle. Enfin, on peut imaginer plusieurs cas de figure. Elle s'adresse à des mineurs alors que le produit est interdit aux mineurs, etc., etc. Alors là, la marque n'aurait pas les moyens de dire mais tu n'as pas respecté le script, tu n'as pas respecté les règles de la marque, la charte. Donc elle permet d'encadrer la durée, la cession de la propriété intellectuelle, le retrait des contenus dans le cadre d'un litige, etc., etc. Ce sont que de simples exemples, mais on peut imaginer beaucoup de cas de figure, et c'est bien pour ça que la loi vient fixer 5 mentions obligatoires qui doivent figurer nécessairement dans le contrat. C'est quoi ces mentions ? Donc on a l'identification des parties, on a les missions confiées, on a les droits et les obligations de chacun, on a la rémunération, la contrepartie, même si ce n'est pas une rémunération, et on a le droit applicable, le droit français ou autre. Et après, en accessoire, on remarque qu'il y a beaucoup de clauses types qui viennent s'intégrer pour faire attention à la réputation de la marque, comme par exemple la propriété intellectuelle, la durée, la validation des contenus en amont, en aval, le retrait des contenus en amont, en aval, la sanction en cas de contrefaçon, enfin pas de contrefaçon, mais lorsqu'on contrevient aux obligations de ce contrat dans le cadre du script qui a été fixé par la marque. Alors, est-ce que tout ce que vous venez de décrire, ça veut dire que les marques sont davantage responsables de ce que vont faire les influenceurs ? Oui, les marques sont responsables, mais c'est une responsabilité qui les engage et qui les protège également, parce que une marque, lorsqu'elle lance une campagne de promotion, elle fait appel à un influenceur par le biais d'une agence ou non, et donc dans le cadre de cette campagne, elle est forcément à l'initiative, on vient promouvoir son produit, donc elle va être responsable de ce qui est mis en place, et c'est tout l'intérêt pour une marque d'encadrer ce qui va se passer, c'est qu'elle reste en maîtrise, en contrôle de la promotion qui va être faite. C'est une sécurité pour elle. C'est évidemment une sécurité pour elle, et j'ai envie de dire, le contrat est généralement une sécurité, c'est une phrase de juriste, mais le contrat est généralement une sécurité pour encadrer la moindre relation commerciale et s'assurer que ça se passe comme on le veut, et surtout s'assurer d'encadrer s'il y a le moindre litige derrière, au moins de s'assurer que ça peut être géré conformément au contrat. Alors si on vient côté maintenant influenceur, est-ce que c'est plutôt une protection aussi ou une contrainte supplémentaire, moins de liberté ? Je pense que c'est une contrainte, mais qui les protège. Parce que eux aussi, influenceurs, n'ont pas envie, par exemple, qu'il y ait une discussion sur la contrepartie, sur le prix qui va être payé. On veut qu'on soit sûr sur le nombre, les vrais avantages qui vont être gagnés dans cette collaboration commerciale. La marque avait envie, par exemple, d'une collaboration toute l'année. L'influenceur n'avait prévu ce prix que pour une seule collaboration. C'est quand même important que ça soit figé dans le marbre et dans un contrat. C'est bien pour ça qu'on recommande à nos clients, qu'on soit côté marque ou côté influenceur, que même au-dessous du seuil de 1 000 €, on formalise par écrit, même un mail, en tout cas, de poser les conditions par écrit de la collaboration commerciale. Comme ça, autant marques qu'influenceurs peuvent s'y retrouver et éviter les dérives dont on a parlé et qui ont lieu ces dernières années. Les sanctions qui touchent aujourd'hui majoritairement plus quand même les influenceurs que les annonceurs pour l'instant, même s'ils peuvent être mis dans la cause, car ils sont tous solidairement responsables. Alors, on a vu que le cadre juridique est maintenant mieux défini. C'est quoi le prochain défi pour le secteur ? Je pense que le prochain défi, un peu comme dans tous les secteurs, est l'IA, l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui on voit émerger dans le cadre de l'influence beaucoup dans l'IA. L'utilisation de l'IA se fait par les avatars. Donc on a des avatars artificiels qui viennent promouvoir désormais vos produits. Donc pour les marques, ça peut être intéressant. Et on a aussi des campagnes promotionnelles qui sont entièrement faites ou en tout cas aidées par l'IA, même s'il y a un influenceur physique qui contribue. Et donc ça va être assez intéressant de voir comment le juridique va pouvoir aborder ces questions et va pouvoir embrasser notamment les sujets de propriété intellectuelle, à qui appartient le contenu qui est créé, à qui appartient les idées qui vont être mises en place pour ces contenus et pour créer via les prompts ses promotions et ses campagnes promotionnelles. On va conclure là-dessus. Merci Sacha Betta. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris. Merci. Tout de suite, on change de domaine. On va parler du contrôle URSSAF. Le contrôle URSSAF est souvent redouté, parfois mal compris, mais il obéit à une logique précise. On en parle tout de suite avec mon invité, Guillemette Watine, avocate chez Deria Avocats. Guillemette, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler ensemble du contrôle URSSAF. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment se déclenche un contrôle URSSAF ?
Alors déjà, il existe plusieurs types de contrôles. Le premier auquel on va penser, c'est le contrôle comptable d'assiette, c'est-à-dire l'inspecteur qui va venir dans votre entreprise. Il va se déclencher avec l'envoi d'un avis de contrôle adressé au représentant légal de votre entreprise 30 jours minimum avant la date de début du contrôle. Ce document, il va reprendre des mentions obligatoires, notamment les droits et les devoirs des cotisants, mais surtout, il va lister la liste des documents que l'inspecteur réclame pour le contrôle. C'est quoi ces documents ? Alors, il faut avoir une liste, il faut avoir une lecture attentive de ces documents parce que justement, ça va être des éléments comptables, des éléments de paye, de contrat, tout ce qui est lié au contrôle. Et ça va être une lecture attentive parce que ça va vous permettre de voir quels vont être les thèmes abordés. Finalement, il n'y a jamais de hasard dans un contrôle URSSAF. Alors, vous le dites, il n'y a jamais de hasard. Pourquoi il n'y a pas d'aléa dans un contrôle URSSAF ? Alors, par principe, toutes les entreprises peuvent être contrôlées par l'URSSAF. En pratique, c'est un petit peu plus nuancé. Tout simplement parce que la Caisse nationale, tous les ans, elle va définir des grandes thématiques de contrôle. Et ensuite, les URSSAF régionales vont affiner ces thématiques pour se coller en fait, à la réalité locale. Typiquement, si le contrôle est mis, si l'option est mise sur la réduction générale des cotisations et que votre entreprise bénéficie largement de ces exonérations, il y a fort à parier que votre entreprise fera partie de la liste des entreprises contrôlées cette année-là. D'accord. Bon, on en sait plus sur le déclenchement d'un contrôle URSSAF, l'absence d'aléa. Maintenant, quelles sont les étapes clés du contrôle ? Alors, première étape, je l'ai dit, c'est l'envoi de l'avis de contrôle. Vient ensuite la visite de l'inspecteur, qui va venir constater si vous avez appliqué la législation convenablement. Quelle que soit l'issue du redressement, du contrôle, vous allez recevoir systématiquement une lettre d'observation. C'est la pièce pivot du contrôle. Pourquoi elle est importante ? Alors, elle est importante parce qu'elle va mentionner, notamment en cas de redressement, les faits qui ont été constatés et les faits qui vous sont reprochés. Il faut avoir une lecture très attentive de cette lettre d'observation parce que va s'ouvrir la phase contradictoire. Vous avez 30 jours pour répondre à l'inspecteur, expliquer vos calculs, convaincre sur une pratique ou bien fournir des éléments qui n'auraient pas encore été communiqués. Ce d'autant que cette période est importante parce que tous les points et toutes les questions que vous soulèverez pendant cette phase, l'inspecteur aura l'obligation de vous répondre. D'accord. Et une fois que le courrier aura été adressé par l'inspecteur, le contrôle est clôturé. On passe à ce moment-là vers une phase de recouvrement. Et s'il y a recouvrement, l'URSSAF peut vous adresser une mise en demeure et les voies de recours sont ouvertes. Est-ce qu'on peut dire que la lettre, elle fixe le cadre du contrôle ? C'est un peu ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait, exactement. Elle fixe le cadre parce que il va y avoir les grandes orientations, comme je disais tout à l'heure, qui sont définies en amont. Et puis, il ne faut pas se leurrer, l'URSSAF, elle connaît tout à fait les anomalies. Il faut savoir que à chaque campagne de publication des DSN, les anomalies remontent de manière automatique auprès des URSSAF. Donc, elles savent très bien où il faut aller chercher pour recouvrer là où il y a des fautes. Alors, si on se met du côté de l'entreprise, on a un contrôle URSSAF, quelle attitude on doit adopter ? Il faut être très méthodique. Moi, ce que je conseille aux entreprises que j'accompagne, c'est dès la réception de l'avis de contrôle, de préparer convenablement les pièces qui vous sont demandées, de trier ces pièces et de ne donner surtout que les pièces utiles. Ne vous encombrez pas, donnez seulement les pièces qui sont demandées par l'inspecteur. Il aura loisir, lui, après, en cours de contrôle, de vous demander des pièces supplémentaires. Surtout, quand vous recevez la lettre d'observation, là également, il faut avoir une lecture très attentive. Pourquoi ? Parce qu'en cas de redressement, l'inspecteur il a l'obligation de motiver ses chefs de redressement. Il y a donc une logique dans l'argumentation, à savoir que l'inspecteur se fonde sur une pièce, un fait qui a été constaté dans votre entreprise, va le rattacher à une base légale et ensuite va expliquer un calcul et le montant du redressement. Si vous constatez une rupture dans cet enchaînement d'explications, vous tenez là un bon argument pour la simple et bonne raison qu'une lettre d'observation doit se suffire à elle-même pour comprendre l'erreur qui vous est reprochée. Donc bien regarder s'il y a une faille, un
élément qui n'est pas dans le cheminement. Exactement, parce que si vous ne comprenez pas sans une traduction en interne, eh bien là, vous tenez un argument assez puissant, c'est-à-dire l'absence de motivation. Rappelons quand même qu'une lettre d'observation, elle est censée vous aider à vous améliorer. Parce que si vous réitérez le reproche qui vous est fait, eh bien vous risquez dans un contrôle ultérieur des pénalités pour non mise en conformité. Alors c'est quoi après la suite, l'issue d'un contrôle URSSAF ? Alors, si vous contestez les redressements, la première issue, elle est obligatoire, c'est la saisine de la commission de recours amiable. Vous recevez la mise en demeure, eh bien vous avez 2 mois pour saisir la commission, qui est une instance interne à l'URSSAF, qui d'ailleurs va accuser réception de votre recours, et elle-même aura 2 mois pour vous apporter une décision. Alors dans les faits, clairement, le délai est largement dépassé parce qu'il y a énormément de recours. Donc dans ces cas-là, passé ce délai, vous avez 2 mois pour saisir et porter votre contentieux devant le tribunal judiciaire pôle social sur rejet implicite. Ça permet de sécuriser votre contentieux. Et si entre-temps, vous recevez la décision de la commission de recours amiable, eh bien, il faudra de nouveau saisir le tribunal judiciaire, mais cette fois sur rejet explicite, dans les 2 mois de la notification. Il faut avoir conscience, d'ores et déjà, et je le dis tout de suite, que la procédure est très longue. Il y a des juridictions... Ça peut attendre combien de temps ? Ça peut aller entre 1 et 2 ans, voire plus, selon les juridictions. Donc, ce qui est important de noter, et c'est un point d'ailleurs essentiel que je dis aux clients que j'accompagne, c'est que quand vous saisissez la CRA, attention à votre motivation. Pourquoi ? Parce que vous ne pourrez défendre devant le tribunal judiciaire que ce qui a été soulevé devant la commission de recours amiable. D'accord. Donc, ce que je conseille systématiquement, c'est lors de la saisine de la commission, indiquer clairement que vous contestez l'intégralité du redressement, tant la forme que le fond, ce qui vous permet a posteriori devant le tribunal judiciaire, eh bien de développer les arguments qui potentiellement n'auraient pas été faits devant la commission. Et notamment si vous prenez un avocat, ça lui laisse le champ libre pour trouver des arguments que potentiellement vous n'auriez pas encore trouvés. Alors, est-ce qu'on doit payer malgré tout le redressement si on conteste devant le tribunal ? Alors non, ce n'est pas obligatoire. Par contre, il faut connaître les risques. Pourquoi ? Parce que pour se préserver de la prescription, l'URSSAF, quand bien même il y aurait un contentieux en cours, est tout à fait en droit de vous adresser une contrainte. Dans ces cas-là, il faut saisir le tribunal judiciaire dans les 15 jours de la signification pour arrêter toute forme de redressement forcé. Par ailleurs, si vous ne payez pas non plus les cotisations lors de l'envoi de la mise en demeure, eh bien, les majorations de retard continuent de courir. D'accord. Voilà, donc ce que je conseille à mes clients, c'est toujours, s'ils le peuvent, c'est de régler cette mise en demeure. Il y a aussi un intérêt à plus ou moins long terme, c'est que si vous obtenez gain de cause devant le tribunal judiciaire, vous pourrez demander la condamnation de l'URSSAF au paiement des intérêts légaux. Et ça, c'est important. D'accord. Donc, réagir aussi rapidement, j'imagine. Oui, complètement. Réagir rapidement parce que vous avez, ce que je disais, vous avez 2 mois pour saisir la commission de recours amiable. L'idéal, c'est de payer tout de suite. Par contre, merci de le souligner, c'est important aussi, quand vous saisissez la CRA, d'indiquer que si vous réglez la mise en demeure, c'est uniquement pour maintenir, arrêter le cours des majorations de retard, mais par contre, vous maintenez bien la contestation devant la commission. On va conclure là-dessus. Merci Guillemette Watine, avocate au sein de Deria Avocat. Merci à vous. C'est la fin de ce Lex Inside. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Chain.